Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux parties prenantes, c'est-à-dire aux acteurs qui sont impliqués, qui ont un rôle à jouer à l'égard de la RSE, d'une entreprise, d'une organisation. Alors, je vous propose de commencer par un tour d'horizon. Les parties prenantes, ce sont toutes ces personnes, ces entités qui ont un intérêt dans les activités d'une entreprise. Cela va inclure à la fois des acteurs qui sont internes, les salariés, les managers, la direction, et puis des acteurs externes comme les clients, les organisations non gouvernementales, les investisseurs, les médias. Elles n'ont pas toutes le même pouvoir ni les mêmes attentes, mais elles peuvent toutes influencer ou être influencées par les actions de l'entreprise. Je vous propose, pour commencer, de s'intéresser aux parties prenantes internes et comprendre qui elles sont, ce qu'elles attendent. Ce sont souvent eux qui vont proposer des idées, qui vont participer au projet concrètement. La réduction des déchets, par exemple, le compostage, le tri des déchets dans les bureaux, dans les cuisines. C'est eux également qui vont être acteurs d'actions solidaires. Mais parfois, ils sont difficiles à engager, ils ont du mal à s'engager par manque de temps ou parce qu'ils ne comprennent pas toujours les finalités, les enjeux qu'il y a derrière, les nouvelles habitudes, les nouveaux comportements, les nouvelles pratiques qu'on leur demande d'adopter. Alors par exemple, les cabinets de conseil, les multinationales, on peut citer Deloitte ou Capgemini pour ce qui concerne des entreprises françaises, s'étaient fixés des objectifs de réduction des vols pour limiter leur empreinte carbone. Les voyages d'affaires, les déplacements des consultants. Il y a eu une résistance au changement de la part des consultants, de la part des commerciaux, un sentiment de perdre en prestige ou en efficacité auprès des clients, un attachement à la culture du voyage et du statut associé. Et la conséquence a été que malgré des outils de visioconférence et de communication à distance performants qui avaient été mis en place, certaines équipes ont continué à privilégier l'avion, retardant finalement les objectifs RSE de l'entreprise. Un autre exemple d'impact des collaborateurs, Amazon a communiqué sur ses engagements RSE, notamment en termes de réduction carbone, logistique verte. Mais des enquêtes ont révélé que les salariés des entrepôts dénonçaient en interne des cadences infernales, du stress et des atteintes à la santé. Plusieurs grèves en France, en Allemagne, aux États-Unis notamment, ont montré que les salariés sabotaient la crédibilité des engagements sociaux de l'entreprise. Finalement, ça a été l'échec de la RSE sociale par manque de dialogue avec les salariés, ce qui a neutralisé la valeur de promesses environnementales. Les managers, eux, sont souvent dans une position inconfortable. Ils doivent traduire la stratégie en actions concrètes auprès de leurs équipes. Ils doivent mobiliser les collaborateurs et incarner les valeurs de l'entreprise. Ils font en outre face à des obstacles. La résistance potentielle des équipes, je viens de la mentionner, les contraintes de temps également, auxquelles ils sont assujettis, et puis des budgets qui sont régulièrement, voire très souvent, particulièrement serrés. Pourtant, ce sont des maillons essentiels dans la mise en œuvre du changement. Alors, j'ai envie de vous raconter l'histoire d'Antoine Julien, qui était stagiaire et qui est devenu responsable transition écologique au sein de l'entreprise SKF, après avoir lancé un groupe de sensibilisation qui portait le nom des ambassadeurs de la transition écologique. Donc, il avait obtenu que ces ateliers, comme la fresque du climat, par exemple, soient effectués sur le temps de travail pour les collaborateurs, ce qui illustre, par exemple, comment une initiative individuelle peut déboucher sur une fonction, une nouvelle fonction officielle au service de la RSE au sein d'un grand groupe. Enfin, la direction joue un rôle stratégique. C'est elle qui va définir l'orientation générale.
de la stratégie RSE. C'est elle qui va arbitrer entre les objectifs économiques et les ambitions RSE de l'organisation. Elle donne l'impulsion, elle légitime l'engagement, mais elle se trouve souvent face à des dilemmes, à savoir comment concilier rentabilité et responsabilité sociétale. Comment mesurer l'impact environnemental sans nuire à la performance financière? Voilà les questions auxquelles sont confrontées les directions. Si on s'intéresse maintenant aux parties prenantes externes, je vous propose de nous intéresser tout d'abord aux fournisseurs. Ils doivent intégrer des pratiques responsables, respecter des droits humains et d'éco-conception de qualité. Ils font partie de la chaîne de valeur durable. Par exemple, la marque de vêtements de sport Puma, que vous devez vraisemblablement connaître, a mis en place un cahier des charges très strict auprès de ses fournisseurs. Cela a exigé des entreprises, de ses fournisseurs qui se trouvent aux quatre coins du monde, de devoir modifier profondément leur organisation afin de rester fournisseurs et donc de garder comme client la marque Puma. Si jamais ils refusaient, ils ne s'adaptaient pas, eh bien ils allaient perdre ce contrat. Mais ils sont eux aussi pris entre plusieurs logiques. Les exigences économiques, les exigences sociales et écologiques. Et parfois des normes qui changent trop vite ou de façon trop importante. Je vous mentionnais à l'instant le cas de fournisseurs de la marque Puma, mais ces fournisseurs n'ont pas pour seul client cette marque. Et du coup, il a fallu adapter certains ateliers, mais pas forcément tous, pour pouvoir répondre au cahier des charges des différents clients. Inévitablement, cela implique un coût à la transformation. Les clients, justement, eux, ont un pouvoir énorme. Par leurs achats, ils peuvent encourager ou décourager certains comportements. Ils ont tendance à vouloir de plus en plus des produits sains, traçables, éthiques. Mais il y a souvent un écart entre leurs valeurs affichées et leur comportement d'achat réel. C'est ce qu'on appelle le gap attitude-comportement. Ils peuvent aussi avoir du mal à savoir si une entreprise est vraiment sincère dans son engagement ou si elle fait du greenwashing. Les ONG maintenant jouent un rôle quant à elles de contre-pouvoir. Elles vont alerter, elles vont dénoncer justement ce greenwashing par exemple. Elles vont intenter des actions collectives. Mais elles peuvent aussi coopérer avec les entreprises. Elles peuvent proposer des solutions. Leur crédibilité va reposer sur leur capacité à vérifier les faits et à garder une position indépendante, neutre, objective. Ce sont des sentinelles quelque part, mais aussi parfois des partenaires pour les entreprises. Alors un bon exemple est la marque Shein. C'est une marque chinoise que vous devez connaître, de fast fashion, qui depuis 2022 fait face à des campagnes de boycott en Europe et notamment aux États-Unis. Donc ces campagnes ont été portées et sont portées par des ONG, des collectifs de consommateurs, et qui dénoncent notamment les conditions de travail du personnel, de la main-d'œuvre employée par Shein, de la pollution textile, de la surproduction massive. On note par exemple que Shein, c'est 8000 nouvelles références, nouveaux types de produits par jour, ce qui est quand même considérable. Les conséquences de ce boycott, c'est de nombreuses influenceuses, notamment, qui ont cessé leur partenariat sous la pression des clients, et du coup un boycott de la clientèle. Des enseignes concurrentes se sont repositionnées sur des gammes plus responsables pour répondre justement à cette attente des clients. Ici, le client consommateur est devenu juge et partie en exerçant une pression sociale et économique sur l'entreprise. Les médias, eux, ont tendance à amplifier les messages. Ils peuvent valoriser les bonnes pratiques, mais aussi faire exploser les scandales. Et ils vont influencer l'opinion publique et leur enjeu est l'accès à une information fiable. Leur rôle est de rendre visible ce que fait ou ne fait pas l'entreprise.
Les organismes certificateurs jouent un rôle clé dans la légitimité des démarches RSE. Ils attribuent des labels, ils évaluent les engagements, ce qui donne une reconnaissance externe à l'entreprise, qui peut faire la différence sur le marché par rapport à la concurrence. Mais ces organismes doivent eux-mêmes garder leur indépendance, leur crédibilité, en étant extrêmement exigeants et compétents. Ils doivent, par exemple, effectuer des contrôles réguliers auprès des organismes qu'ils ont certifiés, afin de s'assurer que le cahier des charges est bien respecté. Les investisseurs sont de plus en plus attentifs aux critères ESG, environnement, social, gouvernance. Ils cherchent des entreprises rentables mais également responsables et peuvent exiger des garanties, conditionner leur financement par exemple à des engagements durables. Cela va inciter les entreprises à s'engager de plus en plus. Alors afin d'illustrer le poids des investisseurs, on peut s'intéresser au cas de l'entreprise Danone qui a pris le statut d'entreprise d'utilité publique en 2020. Suite à quoi, le PDG a été licencié sous la pression des investisseurs. Ce qui était questionné, c'était la compatibilité entre la performance financière de l'entreprise et l'engagement social que souhaitait prendre la direction. Les collectivités locales, donc les mairies, les communautés de communes, les territoires, sont aussi des parties prenantes. Elles imposent des règles, soutiennent certains projets, financent des actions. Elles vont chercher à favoriser l'attractivité de leur territoire, l'inclusion sociale, la préservation de l'environnement sur leur territoire. Mais malheureusement, leur pouvoir est souvent limité par les moyens limités dont elles vont disposer. Alors, un cas intéressant concernant l'implication des collectivités est le cas de Total Energy. En 2023, plusieurs ONG et des associations de consommateurs, dont Greenpeace France notamment, ont poursuivi Total Energy pour publicité trompeuse, notamment liée à sa communication sur la transition énergétique. Parce qu'on aura toujours envie de partir en vacances. Parce qu'on aura toujours envie d'être à l'aise chez soi. Et qu'il faudra toujours contribuer à préserver la planète. Parce qu'on voudra toujours être à l'heure au rendez-vous. Parce qu'on continuera à devoir se lever de bonne heure. Bref, parce que l'énergie c'est la vie, Total se transforme et devient Total Énergie pour répondre toujours mieux à vos besoins. Énergétique. Les clients et citoyens ont relayé massivement l'affaire sur les réseaux sociaux. Conséquence, de plus en plus de villes, Lyon, Grenoble notamment, pour des grandes métropolitaines, ont interdit la publicité pour les énergies fossiles dans leur espace public. C'est un exemple d'action collective de consommateurs et de collectivités territoriales qui ont permis d'amplifier la pression sur un multinational. C'est une première en matière judiciaire. Le tribunal va examiner la sincérité de la stratégie climat de Total Energy. Au centre des débats, une grande campagne de communication déployée par le groupe en 2021 lors de son changement de nom. L'énergéticien y exprime sur les réseaux sociaux et dans tous les médias son ambition d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Une publicité mensongère dénonce 3 ONG, les Amis de la Terre, Greenpeace et Notre Affaire à tous. Selon eux, l'écrasante majorité des activités de Total est en effet toujours liée aux fossiles. Cette opération s'apparente donc à du greenwashing et serait par conséquent en infraction avec le droit de la consommation. En face, le groupe compte faire valoir que sa stratégie de transition est fiable et fondée sur des données objectives. Il estime par ailleurs que sa communication institutionnelle doit être distinguée de la publicité commerciale qui elle seule relève du code de la consommation. Le jugement doit être rendu après l'été. Les ONG espèrent qu'il créera un précédent juridique et contraindra à l'avenir les entreprises dans leur stratégie de communication sur le climat. Ce que nous venons de voir, c'est que le système RSE repose sur une multiplicité d'acteurs. Ils ont des temporalités différentes, des priorités divergentes, et parfois, on peut observer une dilution de responsabilité. C'est-à-dire que chacun va se renvoyer la faute, va se renvoyer la responsabilité. Ce n'est pas moi, c'est la collectivité. Ce n'est pas nous, ce sont les ONG. Ce n'est pas moi, c'est la direction. Ou ce sont mes managers ou mon personnel.
Cela rend la conduite d'une démarche RSE particulièrement complexe, cette multiplicité d'acteurs. Mais c'est aussi ce qui fait sa richesse puisqu'elle implique tout le monde. L'innovation, c'est un levier de transformation globale à plusieurs niveaux, voire à tous les niveaux. Alors, afin de vous assurer que vous avez bien compris cette capsule vidéo, je vous invite maintenant à prendre part à ce quiz et je vous dis à bientôt.